Chapitre 24. Voyage de retour. Le second, au début de la dispute, avait fait semblant de ne rien entendre et avait intimé au reste de l'équipage l'ordre de vaquer aux occupations habituelles. Mais au fur et à mesure que la tempête grossissait dans la cabine du capitaine, tout le monde finit par prêter l'oreille ouvertement aux cris qui s'en échappaient. Alamanno Bellini, qui n'avait jamais aimé Agnese, la maudissait triplement aujourd'hui. Elle avait immobilisé la Liberta pendant de longs jours, et les conséquences de ce retard, si elles n'étaient pas encore connues, menaçaient d'être très graves. Le vent avait tourné depuis 5 jours, c'était maintenant le vent du nord, la bourrasca, qui dominait, et les traversées sous sa férule n'étaient jamais tranquilles. Les marins avaient tous entendu parler de l'éruption prochaine du Zoccolo, et se montraient de plus en plus inquiets pour leurs familles et leurs biens à Marsiglia. Certains parlaient de l'urgence d'organiser un sauvetage. Devant de si sérieuses considérations, attendre une jolie blonde aux yeux verts avait été de la part du capitaine la preuve d'une irresponsabilité et d'un égoïsme absolu. Et maintenant, alors que la bourrasca était en train de forcir, alors que le moral des hommes était déjà au plus bas, alors que leur estime pour le capitaine était déjà très entamée, ce qui était l'une des pires avaries morales qui pussent se produire sur un navire, la jeune fille faisait montre d'une insubordination caractérisée. Si le capitaine avait eu 2 sous de bon sens, il l'aurait fait mettre à fond de cale pour lui apprendre les usages de la mer. « Tu es fou, Guaspare, tu as perdu la tête. Je t'avais dit de retourner à Marsiglia dès que possible. »« C'est moi qui ai perdu la tête ? C'est moi peut-être qui ai disparu sans prévenir personne pour suivre l'initiation d'une église douteuse ? Ne dis pas de mal de l'église de Porphyre. Je dirai tout le mal que je veux. Ces gredins t'entrent dans la tête sans prévenir. Tu n'es même plus la même depuis que tu es revenue. On dirait qu'ils sont entrés dans ton crâne et qu'ils parlent à ta place. Ne t'inquiète pas pour moi, mon crâne va très bien. Évite de juger ce que tu ne peux pas comprendre. Ce que je peux comprendre, Agnese, c'est que tu es avide de pouvoir, que tu l'as toujours été, que même dans le feu le plus tendre de notre passion, tu ne cessais déjà de penser à cette magie maudite que ta sorcière de mère t'a léguée. Je ne m'étonne pas que tu manques de respect à ma mère, vu la manière dont tu as traité la tienne. Ah, nous y voilà. Oui, nous y voilà. Ton absence de compassion pour elle, ton absence de compassion pour ton peuple, pour ton équipage, voilà exactement ce que je te reproche. Sur le pont, les marins n'osaient faire aucun commentaire, car l'œil sévère de Bellini les surveillait. Mais ils se sentaient partagés. Cette fille outrepassait certainement les droits d'une drôlesse à bord, mais ses paroles ne manquaient pas de vérité. Et entre la solidarité masculine et cette autre solidarité qui consistait à soutenir celui qui rivait son clou à une autorité défaillante, il se sentait tiraillé. « Mais c'est toi qui m'as ensorcelé, toi seul qui as pris possession de moi, et tu me l'as avoué, intentionnellement, par un filtre. Comment peux-tu me reprocher ce que tu as créé de tes propres mains ? Aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on cesse d'aimer tout le reste. Tu dis cela parce que tu n'as jamais aimé, Agnese. Je t'ai aimé, Guaspare, et je t'aime encore, mais pas au point de m'aveugler. Ah, la grande clairvoyance de tes yeux verts, si pénétrants, si sages. Et que préconises-tu aujourd'hui dans ta grande sagesse, ô vénérable novice ? Nous avons perdu un temps précieux, Guaspare. Tu n'as pas entendu ton second. Le vent a tourné. Notre traversée sera difficile. Je sens que nous arriverons trop tard. La faute à qui ? Nous avons perdu 9 jours à cause de ta stupide déesse. Tu as perdu 9 jours. Moi, je les ai mis à profit. Tu aurais très bien pu retourner sans moi à Marsiglia et commencer à déplacer la population. Tu aurais dû le faire. Oui, nous aurions dû le faire. J'ai préféré t'attendre, par amour, mais toi tu as préféré remettre ton voyage, par ambition. Qui est le plus coupable des deux ? Cette initiation n'était destinée qu'à sauver Marsiglia. Et comment serais-tu arrivé là-bas si je ne t'avais pas attendu ? Il y eut un silence.
Nous devons cesser de nous disputer et nous hâter le plus possible. Cela ne dépend pas de nous, dit Guaspare. Comme tu l'as dit, nous sommes soumis aux aléas de la mer et du vent. Détrompe-toi. La mer a donné son corps à la terre, l'océan est constitué de ses larmes et le vent de son souffle. Si tu me laisses faire, je puis aider la Liberta. Tu veux que je te laisse lancer des sorts devant notre équipage sur la foi de cette mythologie délirante, que nous nous en remettions à cette magie étrangère dont nous nous sommes toujours défiés, mais tu vas déclencher une mutinerie. Il n'y aurait pas de mutinerie si tes hommes pouvaient te respecter, Guaspare. Mais tes hommes voient bien que tu t'es transformé en lâche et en ivrogne. Cette fois, il y eut un murmure parmi les marins. Elle allait trop loin. Le capitaine Guaspare avait certes dérapé, mais il ne méritait pas des paroles aussi dures. Et il avait raison, cette magie leur inspirait la plus grande méfiance. « C'est toi qui m'as transformé en lâche et en ivrogne. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis. Laisse-moi le champ libre à la proue. Et après, si nous arrivons à temps, nous ne pourrons pas prendre toute la population de Marsilia à bord de la Liberta, tu le sais. Allons-nous faire le tri, prendre les enfants, les arracher à leur mère? Il faudra que j'essaye, Guaspare, c'est pour cela que j'ai suivi cette initiation. » « Que tu essayes quoi? » ?»« D'étouffer l'éruption. » Guaspare éclata d'un rire amer. « Ah, toi, la petite main du palazzo, la fille de la marchande d'oubli, toi toute seule, du haut de tes 17 ans, tu vas étouffer l'éruption du Zoccolo? Je pense que j'en suis capable. Tu as perdu la raison, Agnese. Tu as la folie des grandeurs. Tu te prends pour la mère qui se sacrifie pour sauver ses enfants. Mais tu ne vois pas que c'est de la folie. Tu es sans doute capable de percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas. Et je ne doute pas de la qualité de tes drogues. Tu peux avoir appris à manipuler les foules par ce verbe que je déteste. Mais tu n'es pas devenue une déesse, Agnese. Tu es une pauvre fille de chair et d'os. Et ta chair et tes os sont fragiles. Tu te feras dévorer par le volcan. Je refuse de te laisser te monter la tête avec ce projet suicidaire. Nous en reparlerons si nous arrivons à temps, Guaspare, ce dont je doute fortement. Mais je t'en prie, je t'en supplie, laisse-moi utiliser mes pouvoirs pour hâter la marche du navire. Alamano Bellini tressaillit en entendant ces mots, car ils avaient été prononcés d'une manière étrange, ou plus exactement avec une voix différente de la voix habituelle de la jeune fille. C'était un ton si particulier que Bellini sut, avant même d'entendre la réaction de Guaspare, qu'il céderait à celle qui était devenue, à tout point de vue, sa maîtresse. Les semaines qui suivirent parurent durer des mois, et aucun membre de l'équipage ne s'en souvint par la suite, autrement que comme d'un long cauchemar éveillé. La bourrasca était un vent violent et capricieux, qui exerçait sa tyrannie nuit et jour. Il fallait sans cesse affaler ou tendre les voiles, car le vent changeait de force à tout instant, et prenait des directions légèrement différentes, variant du nord-est au nord-ouest, avec une brusquerie de bête folle. La mer ne s'aplatissait pas. Une houle croisée, particulièrement traîtresse, avait transformé le roulis régulier du bateau en des mouvements imprévisibles et désordonnés. Des vagues heurtaient l'étrave dans toutes les directions, provoquant des secousses incessantes et des chutes. Le barreur avait le plus grand mal à garder le cap. La moitié des marins souffraient d'un mal de mer sévère. On était obligé de réduire la vitesse et l'équipage devait fournir une concentration accrue avec un état général affaibli. Alamano Bellini et Guaspare se relayaient. Leurs différends étaient tacitement mis de côté, et Bellini, qui avait craint que le capitaine ne fût pas en état de commander le navire dans ces circonstances, se sentit rassuré lorsqu'il vit qu'au contraire, Guaspare passait presque toutes ses journées sur le pont, à exercer une supervision attentive et à réconforter l'équipage. Depuis la fameuse dispute avec Agnese, il semblait être redevenu lui-même, et les hommes étaient soulagés de pouvoir compter sur lui. La jeune fille, en revanche, contribuait au malaise général. Guaspare l'avait d'abord laissée s'installer à l'avant du navire. Là, plus immobile et plus glacée que le lion ailé qui ornait la proue, elle regardait l'horizon, les nuages, le vent, les vagues, et faisait parfois des gestes étranges dans l'air. Il lui arrivait aussi de s'agenouiller pour toucher le bois du navire avec ses mains nues. Elle demeurait sans bouger, sans manger, sans s'asseoir et sans parler, pendant de longues heures. Les marins la contournaient s'ils devaient passer par là, comme on contourne un meuble encombrant.
Ils ne pouvaient s'empêcher de la regarder avec effroi, et nombre d'entre eux faisaient les cornes dans leur dos pour conjurer le mauvais sort. Elle était passée du statut d'objet vaguement sexuel à celui d'objet sacré, qui suscitait chez eux une peur mêlée de respect. Elle dormait, comme le capitaine et le second, par tranches de 3 heures, toujours dans la cabine de Guaspare. Au début, on murmurait à bord que ses gesticulations étaient ridicules et vaines. Puis on constata que lorsqu'elle revenait à son poste après une pause, la navigation devenait significativement moins inconfortable. Au bout du 6e jour, personne n'arriva à la réveiller au moment où elle devait reprendre son quart, et Guaspare ordonna qu'on la laissât dormir. Elle dormit plus de 18 heures et s'éveilla dans un état de grande faiblesse. Guaspare la força à manger, et tandis qu'elle reprenait lentement quelques forces et quelques couleurs, il lui demanda « Essaie de m'expliquer ce que tu fais quand tu es à la proue. » C'est difficile de le traduire avec des mots. J'utilise alternativement plusieurs pouvoirs, et c'est cela qui m'épuise. Que fais-tu quand tu restes immobile ? Je projette mon esprit hors de moi-même. J'essaie de faire corps avec la mer, de diriger son souffle, ses larmes, sa respiration. Que veux-tu dire ? J'essaie de diriger le vent, les vagues, et de modifier le rythme de la houle. Guaspare la regarda, interdit. Elle n'avait pas l'air de plaisanter, et si elle semblait épuisée, elle ne semblait pas non plus avoir perdu la raison. « Tu arrives à contrôler les éléments ?» Agnese le dévisagea. Son regard n'était plus le même qu'auparavant, et il regretta, de manière poignante, la jeune fille sensible et innocente dont il était tombé amoureux seulement quelques mois auparavant. La femme qui était en face de lui ne paraissait plus jeune, mais étrangement hors d'âge. Son regard lui parvenait comme à travers une fabuleuse distance, à travers des épaisseurs qui amortissaient, étouffaient tout sentiment personnel. Elle était toujours aussi belle, davantage même s'il était possible, mais ses yeux verts, qu'il avait jadis éclaboussés de fraîcheur et de vie, lui apparaissaient maintenant comme des fanaux surnaturels, traversant l'espace depuis une source étrangère et inhumaine. La désirait-il encore, ou lui était-il désormais seulement soumis ? « J'y parviens très imparfaitement, dit-elle, de manière intermittente, au prix d'immenses efforts. »« Et que fais-tu quand tu touches le pont de tes mains ? Utilises-tu le toucher ?»« Oui, dit-elle, j'essaie de guider la liberta. » Guaspare détourna les yeux. Il ne supportait plus de la regarder longtemps. « Ce n'est pas à la proue mais à la poupe que tu devrais t'installer alors, au poste de barre, sur la dunette. Le timonier s'occupera de la barre quand tu ne t'en occuperas pas, mais lorsqu'il s'agira de diriger la liberta, tu seras beaucoup plus puissante à la barre. » Agnese avala machinalement quelques cuillerées du gruau que Guaspare lui avait apporté. Puis elle dit, d'une voix terriblement impersonnelle, « Vous avez tous abandonné Marsilia. Ridolfo a tout abandonné pour l'oubli. La reine a préféré sa propre survie à celle de son peuple. Tu as préféré ta liberté et ton amour aux chaînes du pouvoir. Ta sœur n'a jamais pensé qu'à l'art, et ton frère n'a jamais pensé qu'à l'argent. Aucun de vous n'a fait passer l'intérêt général avant sa propre destinée. La destruction de Marsilia est votre faillite. Le nom des Albarreño devrait être maudit, mais hélas, il ne restera personne pour le maudire. » Guaspare baissa la tête. Personne sans doute ne lui avait jamais parlé aussi durement. « Et toi, Agnese, quelle est ta part de responsabilité ?» Fugitivement, une étincelle d'humanité se ralluma dans les yeux verts. « Tu avais raison de m'accuser de vouloir le pouvoir. J'aurais pu, lorsque ma mère m'a prévenu de la catastrophe à venir, peser de tout mon poids pour te faire rentrer à Marsilia. Là, nous aurions pu sauver, modestement, quelques vies, aider ceux qui, j'en suis sûre, ont tout essayé pour limiter les dégâts. Mais je voulais davantage, je voulais une destinée unique. Je sentais le pouvoir se développer en moi, m'appeler à lui, et je me suis bercée de l'illusion que j'emmagasinais le pouvoir pour sauver Marsilia. Mais je me mentais à moi-même. Je savais que je n'aurais pas le temps. Je savais que tu allais m'attendre et que je privais aussi Marsilia de ton soutien, et je l'ai fait quand même. » Guaspare se sentit touché au cœur par cette confession. « N'as-tu aucun espoir que nous arrivions à temps ?» Agnese le fixa de ses yeux insondables. « Non. » »« Quel est le sens de tout cela ?» demanda-t-il encore. « Je ne sais pas. Parfois, j'espère simplement qu'il est encore temps de mourir avec eux et de partager leur destin. » Guaspare ne répondit pas.
et médita quelques instants sur ces paroles terribles. « Es-tu suffisamment remise pour reprendre ton poste ?»« Oui. »« Alors ne perdons pas de temps. » Et il fut fait comme Guasparé l'avait dit. Agnese s'installa sur le pont arrière, et la navigation, qui avait été extrêmement chaotique durant cette dernière journée, reprit un rythme plus supportable. Guasparé obligea Agnese à respecter des plages de sommeil de 5 heures au lieu de 3, et ne ménagea pas ses propres efforts pour soutenir l'équipage. Il participa aux réparations, aux manœuvres les plus délicates, aux soins des hommes blessés par les chutes. Alamano Bellini fut l'un des derniers à lui pardonner ses errements. Tous les hommes s'étaient déjà rendus lorsque Guasparé, un soir relativement calme, vint le trouver à son poste. « Lieutenant, m'accorderez-vous un bref entretien ?»« Vous êtes le capitaine, » répondit Bellini. « Il ne s'agit pas d'ordre à vous donner, dit Guasparé en souriant. « Je vous écoute, » dit le second avec un peu de raideur. « Je vous demande pardon, lieutenant, pour le comportement indigne que j'ai eu lors de notre traversée en direction de Port-Caris, et là-bas également. Vous m'avez toujours prodigué de sages conseils, que je n'ai pas écoutés. Contrairement à moi, vous avez eu la patience et la discipline d'un véritable officier. »« Il ne m'appartient pas de vous pardonner, mon capitaine, » dit Bellini. « Ce n'est pas moi que vous avez personnellement offensé. »« Si, je vous ai personnellement offensé et j'en suis désolé. Pour le reste de mes manquements, il est vrai qu'il n'existe probablement pas d'absolution. » Bellini était surpris. Guasparé semblait avoir retrouvé ses manières de jadis depuis plusieurs semaines, mais il l'avait toujours cru trop fier pour admettre ses torts. « Votre lucidité vous honore, capitaine. »« À la mano, appelez-moi Guasparé juste pour ce soir. »« Comme vous voudrez. Je veux vous entendre me dire ce que vous avez sur le cœur. » Le jeune homme tourna cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, mais les rancœurs accumulées, dissimulées, muselées, avait désespérément besoin de s'exprimer. « Vous risquez de ne pas apprécier ce que j'ai à vous dire, capitaine Guasparé. Je ne mérite pas le titre de capitaine. Si je le pouvais sans provoquer une inquiétude dans l'équipage, je vous confierais le commandement. Vous m'avez terriblement déçu, Guasparé. Je vous faisais confiance, je vous tenais pour un homme soucieux du bien-être de son équipage, intelligent et capable de prendre des décisions difficiles avec le sang-froid nécessaire. Je pensais que vous aviez des principes que je partageais. C'est ce que m'avait appris l'expérience des 18 mois passés en mer à vos côtés. Et puis soudain vous avez perdu la tête. Vous vous êtes dégradé à mes yeux, et aux yeux de tout l'équipage, pour une femme qui n'était même pas votre épouse. Vous avez renié toute prudence, toute tenue, vous avez fait courir des risques inconsidérés à la Liberta. Vous auriez dû rentrer à Marsilia immédiatement après avoir déposé votre mère, Guasparé, toute voile dehors. Mais vous avez préféré la chercher, puis l'attendre. Vous nous avez exposés tous au danger de la bourrasca, en toute connaissance de cause. Vous pouvez ajouter à cela que lorsque j'étais à Marsilia, j'ai négligé d'écouter les savants étrangers qui voulaient déjà me prévenir de l'activité du Zoccolo, et que je me suis servi de la maladie de ma mère pour fuir mes responsabilités, alors que je savais très bien, en mon âme et conscience, que ni mon frère ni ma sœur n'étaient capables d'exercer le pouvoir. « Ne vous accablez pas tant, » dit Alamano après un silence. « Vous ne pouviez pas savoir au moment de partir. » Il y a pire encore. Quand j'ai appris que Marsilia risquait la destruction, ma première réaction a été de me révolter contre l'obligation morale que j'avais de lui porter assistance. Bellini baissa la tête, puis la releva et regarda Guasparé droit dans les yeux. « Nul n'a le droit de vous reprocher vos sentiments, capitaine. On a le droit de vous reprocher que vos actions. Et vous ne ménagez pas votre peine à présent pour rejoindre notre île. » Guasparé lui fit un sourire triste. « Avez-vous déjà poursuivi votre propre bonheur à la mano ? L'avez-vous déjà vu de si près que vous aviez l'impression de pouvoir vous en saisir ?» Bellini réfléchit. « Le bonheur est un rêve d'enfant, finit-il par dire. Bien sûr, il y a des moments de joie, souvent quand on ne les attend pas, et le sentiment plus durable du devoir accompli. Mais le bonheur, comme un rivage sur lequel on accosterait un jour, tout seul, non, je n'y ai jamais cru. Vous avez sans doute raison. J'ai renoncé à être heureux quant à moi. Cette quête a non seulement échoué, mais elle m'a égaré. Et je suis heureux que vous vous soyez retrouvés. Je vous proposerais bien une gorgée d'eau-de-vie, lieutenant, mais je pense que nous ferions mieux de garder la tête froide. Je vais me reposer pendant votre quart. Je vous relèverai dans 3 heures. » Bellini le salua,
Il regarda Guasparé, avec sa barbe en bataille et son uniforme déboutonné, quitter le pont, non sans avoir dit une parole d'encouragement à tous les marins devant lesquels il passait. Et Bellini se sentit, malgré le danger, la bourrasca et le mal de mer permanent qui le tenaillaient, profondément apaisé.